yeas are 218, the nays are 214. The motion is adopted. We're sort of celebrating like the biggest bill of its kind ever signed, biggest tax cut in history, great for security, great on the southern border. Immigration is covered. We covered just about everything. On vous parlait hier de son adoption imminente et c'est maintenant chose faite. La Chambre des représentants a adopté de justesse le méga projet de loi budgétaire de Donald Trump. C'est une victoire législative majeure pour le président car sa grande et belle loi, comme il l'a surnommée, ratisse très large. Elle rend permanentes les baisses d'impôts promulguées lors de son premier mandat, elle sabre dans les programmes sociaux et injecte des milliards pour sécuriser la frontière. Et à ce sujet, le centre de détention surnommé Alcatraz des alligators reçoit aujourd'hui ses tout premiers migrants. C'est un centre qui a été établi à toute vitesse en Floride et qui peut enfermer jusqu'à 3000 personnes. Pour en parler, je reçois Elisabeth Vallet. Elle est chercheuse à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Madame Vallet, bonsoir. Bonsoir, madame. Madame Vallet, quand on a parlé de ce méga projet de loi budgétaire, il y a souvent été question de certaines appréhensions. Par exemple, le poids de la dette. Par exemple, les compressions dans Medicaid. Il y avait aussi les compressions dans l'aide alimentaire. Mais il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup d'argent destiné à l'immigration, au programme d'immigration, ou anti-immigration qu'on pourrait dire, et notamment pour la police de l'immigration, ICE, comme on l'appelle en anglais, 75 milliards de dollars. Ça en fait l'agence la plus financée aux États-Unis. Ça vous dit quoi? D'abord, c'est un déplacement, c'est un peu comme des vases communicants. On a déplacé de l'argent qui allait aux plus pauvres dans la société, mais pas seulement, parce que quand on coupe Medicaid, on coupe non seulement les subventions aux plus pauvres, mais on coupe aussi tout ce qui soutient le maillage du système hospitalier, notamment en région rurale. Donc on va voir s'effondrer en fait des systèmes, des écosystèmes hospitaliers, des écosystèmes de santé à travers les États-Unis, et on déplace une grande partie de cet argent pour le concentrer effectivement sur une agence qui est ICE, qui est une agence qui est relativement récente, qui s'occupe de tout ce qui est arrestation, déportation et détention. Relativement récente, ça a été instauré dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001. On était en 2003. Et à l'époque, ça ne faisait pas que traquer des sans-papiers, là. Non, non. L'idée était vraiment de s'assurer que la gestion c'était en fait séparer tout ce qui était lié aux barrières douanières, au contrôle douanier du contrôle migratoire. Ce sont deux choses différentes. Donc là, on a donné à ce qui était en fait une petite agence jusqu'à assez récemment ce pouvoir de se concentrer sur la question migratoire. Ça faisait effectivement suite à 2001 où on amalgamait certaines situations, la frontière, le terrorisme. Puis très vite, en fait, on s'est rendu compte que l'enjeu terroriste et la frontière, les frontières terrestres n'existaient pas, mais par contre, c'était lié à ce qu'on nommait l'immigration illégale, qui regroupe beaucoup de choses, mais qui regroupe des gens qui, en fait, franchissent de manière tout à fait légale, puisqu'ils viennent aux États-Unis pour demander l'asile, et d'autres personnes qui, par exemple, vont rester plus longtemps que leur visa, mais qui donc sont rentrés légalement, ainsi que ceux, jusqu'à récemment, qui étaient sur le territoire américain, qui bénéficiaient d'une légalisation temporaire, d'un statut de protection temporaire, et du jour au lendemain, le président leur a enlevé. Donc c'est un petit peu le mécanisme, et il faut le comprendre. C'est un petit peu comme si on avait choisi du jour au lendemain d'illégaliser des gens. Donc vous êtes arrivé d'Haïti, vous avez demandé un statut de protection temporaire qu'on vous a accordé compte tenu de la situation dans votre pays et des moments que vous avez endurés pour vous rendre. Et là, lundi matin, vous êtes protégé. Mardi soir, vous ne l'êtes plus et vous êtes illégalisé. D'ailleurs, chers auditeurs, on reviendra sur la situation en Haïti un peu plus tard à l'émission parce que c'est très grave ce qui se passe là-bas. Elisabeth Vallet, quelques jours avant l'adoption, aujourd'hui, de ce projet de loi-là, Donald Trump est allé visiter son nouveau centre de détention, l'Alcatraz des alligators, comme il l'a surnommé. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup la médiatisation de certains noms comme ça. C'est pas un hasard, selon vous, hein, qu'il ait choisi d'y aller maintenant, juste avant l'adoption de son projet de loi. Oui, tout à fait. Il faut voir tout ce qui se passe à la frontière. Peut-être juste reprendre une chose. Les frontières nord-américaines sont sécures. Les frontières nord-américaines ne sont pas ouvertes. Tout ça fait partie d'une construction. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une mise en scène
de quelque chose qui est instrumentalisé par l'extrême droite à travers tout un tas de démocraties. Les gens que l'on cible aujourd'hui, puis c'est important, les gens que l'on arrête et que l'on déporte aujourd'hui sont pour la grande majorité des gens qui travaillaient, parfois depuis des décennies aux États-Unis, qui ont élevé des enfants, qui sont mariés à des citoyens américains, qui faisaient fonctionner le commerce. Ce sont des gens qui payaient des taxes, des impôts. On va retirer aussi ces gens-là de l'intégralité de l'économie américaine. On n'a pas fini de voir s'éroder tout un tas de pans. Parmi ces gens qui aujourd'hui sont arrêtés, on en a à peu près 59 000 qui sont en détention aujourd'hui. Leur objectif, c'est d'en arrêter 1 million par année. C'est ce qui est écrit dans la loi et dans les documents qui viennent la soutenir. Parmi ceux-ci, 8% de ces gens-là ont été inculpés et condamnés de crimes violents. Les autres, parfois, quand ils ont été condamnés, c'est des infractions civiles. Parfois, c'est juste de ne pas avoir le bon papier quand on se présente devant le juge à l'immigration. Il faut comprendre l'ampleur de ce que ça représente et le fait que c'est cette nation d'immigrants dont parlait Kennedy en 1954, qui s'est construite là-dessus, en fait, est en train de complètement changer son visage. Lorsqu'on parle de cette loi-là, je pense qu'il faut être conscient du fait que les États-Unis vont changer, que le changement est générationnel, que l'impact que ça va avoir va complètement altérer la société américaine telle qu'on la connaît. Pour revenir à cette zone de détention, c'est un système concentrationnaire dont on est en train de parler. Je pense qu'il faut appeler un chat un chat. Un camp de concentration, c'est un endroit où on rassemble les gens pour les détenir, ou peut-être qu'on va effectivement les déporter, mais on ne les renvoie pas. Et beaucoup de gens se sont adressés à moi en me disant on les renvoie chez eux. Non. On ne les renvoie pas chez eux. Parfois dans un pays tiers. Parfois dans un pays tiers, et la Cour suprême vient d'avaliser le fait que 8 personnes qui étaient en attente à Djibouti vont être déportées au Sud-Soudan, qui est quand même pas une sinécure. Donc on va déporter des gens, quand on va les déporter, dans des endroits qui sont hostiles, parfois pour être encore mis en détention, comme au Panama, dans un camp proche de la jungle panaméenne. Et quand ils restent détenus aux États-Unis, ils le sont, et c'est un élément important, dans un système concentrationnaire et de détention privée. Vous avez des compagnies qui parlent de bonanza, de cornes d'abondance dans la foulée de cette loi-là, Corps Civique, La Salle Incarceration et puis Geo Group, qui sont des groupes qui vont bénéficier de ça et qui font intérêts privés derrière travailler tout ça. les gens. Oui. Vous avez parlé d'une mise en scène. Alors, lorsque Donald Trump est allé visiter le centre, on l'a vu, par exemple, rire un peu de la voracité des alligators. On a un extrait pour ceux qui ne l'avaient peut-être pas vu encore. We're going to teach them how to run away from an alligator, okay? If they escape prison. How to run away. Don't run in a straight line. Run like this. And you know what? Your chances go up about 1%. Elisabeth Vallet, je lisais des commentaires que vous avez faits dans une entrevue accordée au Devoir et vous parlez de la déshumanisation des migrants. Est-ce que ça sert, sa politique migratoire, justement, qu'on en fasse une mise en scène, qu'on ne pense pas à l'humain derrière tout ça? C'est absolument l'objectif. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'une de ses proches a dit on aura désormais 65 millions d'alligators que l'on pourra nourrir. Et 65 millions, ça correspond aux 65 millions d'Hispaniques, dont 70% sont nés aux États-Unis. Donc, dans la communauté hispanique aujourd'hui, hispanique américaine, citoyenne aux États-Unis, les gens commencent à se dire, nous sommes les prochains. C'est vraiment important de se situer sur un continuum. Ce n'est pas quelque chose qui est figé. On est en train de glisser. On est en train de glisser vers un système fascisant. On est en train de glisser vers un système qui... Je vais aller loin, mais c'est vraiment pour l'image. Dans les critères de Gregory Stanton, qui parle de la commission de génocide, il y a tout un tas de critères. Et si vous allez regarder en ligne les critères de Stanton, vous allez voir qu'on en coche vraiment beaucoup dans le processus vers un nettoyage ethnique. C'est le discours qui est tenu dans la communauté hispanophone, c'est le discours qui est tenu dans la communauté autochtone. Parce que, par exemple, les Tohono O'odham, aujourd'hui, se font harceler plus souvent qu'autrement. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'air pas assez blancs. Et eux, ils sont d'ici. Et quand ils sont là pour prouver leur identité, ils ont des papiers de leur tribu, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et ils ne sont pas, et on leur nie, ou dans le comportement des Border Patrol, on leur nie leur citoyenneté. Il y a aussi au sein de ICE une omerta, une culture. La raison pour laquelle ils choisissent cette institution-là, c'est parce que cette institution, depuis le départ, se comporte à la limite du droit, voire hors du droit. ICE,
ça va être sa police politique. Il ne pouvait pas mobiliser l'armée, il a essayé, il va utiliser, ça va devenir véritablement sa police politique, son moyen de contrôle, en fait. Mieux financé, et on le disait en début d'émission, avec un budget quand même assez extraordinaire de Qui, 75... en fait, au total, va être supérieur au budget annuel de la Russie qui elle-même est en guerre. Et il faut vraiment mettre les choses en parallèle. Le total qu'on leur accorde, 175 milliards, va en fait être supérieur au budget de la Russie. Un dernier mot, encore une fois des chiffres, Elisabeth Vallet, mais c'est parce qu'il parle aussi, c'est qu'il y a de moins en moins de migrants qui traversent la frontière ou qui sont interceptés. On avait vu dans les sommets là, atteints sous Joe Biden en 2023, par exemple, en un seul mois, 250 000 migrants interceptés. Il y en a eu 6 000 en juin dernier. On est dans un autre ordre de grandeur. Est-ce que c'est parce que les migrants ne veulent plus venir? Est-ce qu'ils ont peur? Comment on explique ces chiffres-là? Des chiffres qu'on n'avait pas vus depuis les années 60. Oui, puis c'est important quand on parle du 250 000, ce sont les chiffres, encore une fois, officiels. Les chiffres officiels, c'est le nombre de fois où ils vont parler à quelqu'un. Donc, intercepter la personne. Mais intercepter la personne, ça peut être pour lui dire « oui, rentre, tu peux faire ta demande d'asile » ou « non, tu ne peux pas rentrer ». Tout ça, ce sont des interceptions. La même personne rencontrée 4 fois, c'est 4 interceptions. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention à leurs chiffres pour commencer. Oui, les gens ont peur de venir. Mais si on se place du point de vue du pays récipiendaire, puis c'est important, aujourd'hui, l'Espagne est en train de dire « tant mieux ». Nous, on va les accueillir. Donc, il y a beaucoup de Vénézuéliens, il y a beaucoup de communautés qui se rendaient aux États-Unis, c'était plus proche, qui font des demandes en Espagne. Et vous savez quoi? On est en train de voir l'impact sur l'économie espagnole. Parce que, contrairement à tout ce qui est raconté là, les réfugiés ajoutent à l'économie d'un pays. C'est documenté, la recherche est là, on peut vraiment ressortir toutes les études. Ajoute dès la première génération à l'économie d'un pays. On devrait voir les réfugiés comme une richesse. Le fait qu'ils ne les voient pas comme une richesse va avoir là aussi un impact à terme sur l'économie américaine. C'est un budget qu'on va analyser longtemps. Ah oui, et oui, qu'on va analyser. Puis c'est une génération, encore une fois. On vient de changer le pays qui est notre voisin. Ça va avoir un impact sur nous. Elisabeth Vallet, merci d'être passée en studio. Je vous en prie. Merci.